Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour cette première rencontre de l'année 2024. Merci d'avoir bravé le froid pour être avec nous ce soir. Donc, vous le savez, chaque mercredi, nous accueillons nos programmes de parole ici à l'auditorium de la Fondation Pernod Ricard. Ces programmes de parole constituent, aux côtés de nos expositions, et contribuent vraiment à constituer l'identité de la Fondation. Donc ce soir, c'est autour du cycle Poésie Plateforme que nous avons initié avec le poète et enseignant Jérôme Moche et qui nous propose toujours des dialogues assez inattendus entre des personnalités provenant de champs différents qui se retrouvent le temps d'un soir pour discuter de leurs pratiques, mais pas que. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Georgia René-Worms, commissaire d'exposition et artiste, en compagnie de Liliane Giraudon, dessinatrice, et ensemble. Donc, elles entretiennent déjà depuis un certain nombre d'années, si je ne me trompe pas, un dialogue autour de leurs pratiques différentes. Et je suis sûre que la rencontre de ce soir servira de terrain fertile, autant je l'espère, pour prolonger cette discussion. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonne rencontre à toutes et à tous. Merci Antonia. Merci beaucoup Liliane Giraudon, merci beaucoup Georgia René-Worms d'avoir accepté donc cette invitation de la Fondation Pernod Ricard dans le cadre de ces rencontres Poésie Plateforme, dont le charme est de faire rencontrer des artistes visuels, et parmi les plus stimulantes et intéressantes du moment, et des auteurs-autrices venant d'un large horizon de pratique, et très souvent et principalement de la littérature, de la poésie la meilleure, disons-le directement, notamment quand nous avons le grand plaisir, comme ce soir, d'accueillir Liliane Giraudon, donc, qui est poète, entre autres, mais qui est aussi directrice et fondatrice de très nombreuses revues. On pourra commencer par là, les revues IF notamment, qu'elle avait cofondées avec Henri Deluy et Jean-Jacques Vuitton et Jean-Charles de Paul, et l'aventure... Pardon ? Banana Split, peut-être avant aussi, en effet, qui est aussi un des points de jonction entre vos approches et vos intérêts, à Georgia et à toi. Banana Split, capitale revue des années 80 pour simplifier, dont le principe, et on y reviendra peut-être, était aussi d'inviter à la fois des auteurs, autrices venant de la poésie et de la poésie française et internationale, notamment nord-américaine. C'est ce moment aussi particulièrement fructueux de ces relations transatlantiques. Et puis aussi des artistes visuels, et parmi là aussi les meilleurs ou les plus importants, selon un principe formaliste, à la fois très simple et génial, mais peut-être on y reviendra, c'est-à-dire d'offrir un espace avec cet outil de ces années-là, la photocopieuse. Et vous avez, Jean-Jacques Vuitton et toi-même, fabriqué un instrument de diffusion à la fois très sobre, simple et d'une très grande efficacité, et pour laquelle la fascination perdure, puisque je crois qu'un des premiers points, ça a été l'intérêt que Georgia René-Worms, qui de son côté donc est artiste visuelle, mais aussi autrice, pourrait-on dire, mais aussi commissaire d'exposition, mais aussi enquêteuse, pourrait-on dire, à sa manière, enquêteuse visuelle sur un certain nombre de préoccupations, d'objets, de scènes. Et en ça, vos pratiques dialoguent, comme le disait Antonia, depuis quelques années, de manière très, très précise, très intense. Et c'est d'ailleurs un peu l'idée de cette rencontre, c'est aussi d'amener quelque chose de ces relations intenses, amicales, de création, d'intimité aussi, de partage que nous allons expérimenter. Donc je rappelle quand même que Liliane Giraudon, outre son travail de revuiste, est d'abord ou essentiellement autrice, poète, que son œuvre a été publiée pour l'essentiel par les éditions POL ainsi que les éditions Aldante, et cela depuis la fin des années 70, que son œuvre est constituée à la fois de livres qui s'inscrivent dans, justement, d'entrée de jeu, une vision très élargie de la poésie, c'est-à-dire qui inclut des formes qui, à première vue, sont plus proches
du récit, du roman, mais aussi de la courte nouvelle, mais aussi du théâtre, du texte, du tract, du dessin, et avec cette pluralité de préoccupations, avec un sens de l'intervention toujours très vif, Liliane Giraudon a fabriqué une œuvre qui est toujours devant elle et qui est toujours avec nous, d'une grande force et d'un intérêt qu'elle a su maintenir et renouveler au fil des années, puisque, pour simplifier, on peut dire que certains de ses livres, comme par exemple La Nuit, ont été perçus comme un roman ou un récit proto-queer, pourrait-on dire, un récit paru aux éditions POL dans les années 86, si mes souvenirs sont bons. Et puis, un certain nombre donc, de ces œuvres sont aussi successivement inscrites ou réinscrites dans des contextes très différents, dans des contextes qui dialoguent tout autant avec le théâtre, parce que ce lien est très fort, et ces collaborations, que ce soit avec Robert Cantarella, Hubert Collat ou Yves-Noël Genot, sont anciennes et durables, qu'avec les arts visuels, on y reviendra, puisque l'œuvre de Liliane Giraudon a sollicité tant des artistes des années 80, à la fois dans le contexte marseillais, on pensera à Jean-Jacques Ceccarelli, qui était ce peintre avec lequel, entre autres, tu as beaucoup travaillé, mais tu as travaillé aussi avec le photographe Blossu, avec de très nombreux artistes, on en évoquera, avec aussi des figures comme toi qui sont entre la littérature et les arts visuels, Nanni Balestrini, le très important poète et comment pourrait-on dire, homme d'action aussi, homme politique quasiment italien, avec lequel tu as travaillé dans les années 80, s'il me semble. Voilà, jusqu'à des collaborations beaucoup plus récentes, voilà, toujours sous le signe, pourrait-on dire, de la générosité, du partage, d'un goût aussi de la transgression, qui fait que ton œuvre retient particulièrement, successivement, des figures singulières, intéressantes à leur tour. Un mot à propos de Georgia René Worms, donc, qui, après des études à la Villa Arson à Nice, a poursuivi le développement de son travail en suivant le magasin à Grenoble, ce cycle de formation au commissariat d'exposition, et depuis développe un travail qui, comme je le disais, prend souvent la forme, en tout cas pour moi, d'enquête, d'investigation sur des scènes, des moments, des nœuds très précis, et qui prend tour à tour une forme à la fois d'exposition, mais aussi de texte, de mode de circulation, des modes aussi de circulation ensemble, comme on a pu voir tout récemment dans l'exposition dans le cadre de Mécènes du Sud, Nos corps anarchiques, ce qui renvoie un peu à ce que aussi Liliane, au long cours, a beaucoup pratiqué, que ce soit dans les revues, mais aussi, je pense, à l'anthologie que tu avais fait avec Henri Deluy au milieu des années 90, 29 femmes poètes, texte, enfin livre très important pour plusieurs générations de lecteurs, de lectrices. Voilà. Bon, l'idée de cette rencontre, c'est aussi votre envie, je crois, de fabriquer en l'instant quelque chose ensemble, pourrait-on dire une forme de publication orale que vous avez travaillée. Et c'est pour ça que d'ailleurs je vais vous céder la parole, enfin, pour que vous développiez ce moment ensemble avec nous et grâce à vous. Merci. Là, il est allumé. Ouais, voilà. C'est bon. Et si le cheval de Troie avait été une jument, et qu'Hélène s'était appelée Norma Jane, en serions-nous là? Ce soir, ensemble, il s'agit de compléter notre histoire, invoquer les voix qui nous habitent, assises, le cul au chaud, dans ses fauteuils, parler à la manière d'un commérage domestique. Notre parole, c'est le commérage, une parole accidentellement malveillante que l'on pourrait ranger au rang de ragot. Mais pour nous, ce sont des modules de pensée, de réflexion et de partage. À notre habitude, nos commérages se font dans une cuisine dans le sud, à Marseille,
une cuisine où l'on mange de l'ail et de la morue aux herbes, où l'une de celles qui parle a retrouvé son accent du Sud, qu'enfant on l'avait obligée à faire disparaître. Ici, les mots invoqués sont comme des cagoles, trop bruyantes, déplacées, outrageux, et même parfois de mauvais goût. Résurgence Camp, tentative de déplacement de cette cuisine jusque dans vos fondations. Nous nous déplaçons en contrebande, perruque de nylon imaginaire fixée sur le crâne. Nous parlons. Commérage, inutile bavardage, gossip, mauvaise langue, langue de pute. Tirer les cartes, se tirer, tenir son rang, tenir sa place. Faites confiance à Hélène. Elle n'est jamais allée à Troyes. Marilyn, comme nous, était une vraie blonde. Et nous allons tous au paradis après la mort. Comme le disait Marilyn, marche et ose ne pas t'inquiéter. Marilyn disait marche, donc il s'agit de mouvement, il s'agit de se déplacer. Et quand je t'ai rencontrée, en fait, tu étais très immobile, mais j'ai très vite vu, quand on a commencé à parler, que quelque chose se mettait en branle de manière assez retenue, assez presque empêchée, mais dans un déplacement très intéressant. Alors bien sûr, les rencontres générationnelles sont toujours intéressantes parce que moi, à 77 ans, ça nous devient très difficile de comprendre ce qui peut mouvoir des pensées, des corps très jeunes. Je dois dire que c'est assez fascinant, assez déstabilisant aussi. Mais ensuite, il y a eu ton écriture. J'ai vu, j'ai lu, j'ai parlé avec toi. Et j'aimerais bien que tu dises quelques mots sur pourquoi, venant de l'art contemporain, la formation que tu as eue, dont tu vas parler, tu as décidé de faire ce geste, écrire. Alors, effectivement, je viens absolument pas de la littérature, ni d'une formation littéraire quelle qu'elle soit. J'ai fait des études d'art, donc j'ai été formée pour être d'une certaine manière plasticienne, ou en tout cas avoir un regard depuis les arts visuels et comment on construit une œuvre. Il s'avère que très vite dans mon parcours, même quand j'étais étudiante en art, à un moment où peut-être ça se faisait moins qu'aujourd'hui, j'ai commencé à avoir une pratique d'écriture qui était plus sur... je m'intéressais en fait à comment on travaille ensemble, comment on construit des œuvres. En tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était la question de l'écriture de l'intérieur, de l'écriture depuis l'expérience de la production. Et puis ensuite, je pense qu'en étant formée au commissariat d'exposition, il y a eu un intérêt d'une certaine manière où je me demandais comment on raconte une histoire de l'art en train de se faire. Et donc j'ai assez vite pris ce postulat finalement qui était assez physique et naturel pour moi, qui était de construire dans le déplacement, de construire mes textes comme des enquêtes, comme des expériences aussi physiques, je vais dire presque comme des descentes, des déplacements de mon histoire, et de plutôt mettre en jeu une écriture subjective de l'art depuis l'intérieur de l'expérience. En fait, le premier texte que j'ai lu de toi était dans ce livre qui a pour titre « Critique d'art, actualité internationale de la littérature critique sur l'art contemporain ». Et ce qui m'a infiniment intéressée immédiatement, alors que rien ne m'aurait poussé vers cette lecture, pour de multiples raisons, de temps entre autres, c'est que je me suis rendu compte que ce n'était pas n'importe quel artiste. C'est un artiste brésilien, José Leonilson. Et tu t'es pas contenté de faire des recherches par Internet, c'est-à-dire tu t'es déplacé. Et de même qu'ensuite, c'était donc... c'est quelle ville au Brésil ? Sao Paulo. Mais l'histoire est un peu plus compliquée que ça. Alors, est-ce que tu peux... parce qu'il y a eu ça, et puis il y a eu l'Égypte, et puis il y a eu... Et c'est ce qui m'a tout de suite intéressée. Comment, travaillant sur des artistes qui avaient
alors, les mots sont compliqués, à la fois très simples. Il y a un rapport à une expérience du monde, une expérience corporelle, politique, qui quand même est assez vivace, importante. Est-ce que tu pourrais parler, par exemple, de ces 2 déplacements? Qui étaient ces artistes? Et qu'est-ce que, avec prétexte d'une bourse, tu allais, fabriquer là-bas? Et en quoi ce déplacement, tu as pu le lier au fait du geste d'écrire à partir de ça? Est-ce que tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, donc c'est 2 textes différents. Le premier dont tu parles, c'est celui sur Inji Eflatoun, qui est une artiste égyptienne des années 50. J'ai été invitée par l'Institut français au Caire, et puis très vite, je me suis retrouvée seule dans Downton Cairo, dans un quartier plutôt Art Nouveau, complètement abandonné, l'Institut français qui ne me suivait pas, et j'ai commencé à travailler sur cette artiste qui est une artiste des années 50, qui était une militante féministe marxiste, qui avait été aussi poussée à la disparition par le gouvernement de Nasser. Et j'étais au Caire pour travailler sur des questions féministes du même type, mais sur une époque contemporaine, et je me suis très vite rendu compte que ça allait être compliqué pour moi de travailler sur une histoire actuelle. Et donc, j'ai pris le subterfuge aussi de faire peut-être réapparaître cette artiste qui, en France, n'a jamais été montrée en dehors des salons pendant les années 40. Et c'était aussi une manière de faire une enquête et d'expérimenter la ville, et aussi d'expérimenter mon rapport en tant que femme. C'était aussi un moment assez particulier dans ma vie, puisque je sortais d'une période de maladie. Donc c'était aussi une manière dans l'écriture, aussi une manière de challenger mon propre rapport à mon corps et à mon féminisme. Après, pour Léo Nilsson, c'est aussi lié à des histoires de corps, parce que son travail... donc Léo Nilsson est un artiste plutôt des années 70, qui a commencé sa pratique juste à la fin de la dictature au Brésil, et un artiste queer, homosexuel, qui avait un rapport dans sa pratique plastique vraiment de l'écriture de soi. Et donc, pour moi, c'était aussi... le travail de Léo Nilsson est arrivé dans ma vie aussi à un moment où j'avais un rapport au corps et à la maladie qui était assez compliqué. Et il est arrivé comme ça, comme un travail aussi qui m'a fait comprendre qu'on pouvait générer une histoire narrative sur le corps, sur la maladie, autre que la littérature scientifique, en fait. Juste peut-être pour interrompre votre échange, parce que de ton côté, Liliane, tu as aussi beaucoup voyagé avec là aussi à la fois des textes qui ont été écrits sur place. Par exemple, j'ai le souvenir de ce texte qui s'appelle « Les talibans n'aiment pas la fiction », qui était issu d'un séjour en Afghanistan. Et puis, il y a tout ce travail que tu avais effectué, notamment avec Henri Deluy, dans le cadre de la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne. Tout ce travail de traduction, et donc des grands voyages, des séjours. Ce sont des contextes très différents, mais il y a aussi ce travail parfois au plus près d'un certain nombre de scènes artistiques locales. Tu peux nous en parler peut-être ? Enfin oui, oui, en fait, ce sont des... Enfin, moi, j'ai toujours pensé que l'épreuve de l'étranger nous est nécessaire, et que c'est tout de même des conditions vitales. Et quand je parle d'épreuve, je voudrais qu'on retrouve l'étymologie, justement, qu'on avait relevée de ce mot « expérience ». Parce que, et là je lis mes notes parce que je n'ai pas beaucoup dormi, et il fait très froid, beaucoup plus qu'à Marseille, donc je suis un peu fatiguée. En fait, si on regarde l'étymologie d'expérience, ça vient du latin « épreuve »,« essai », tentative, et aussi le fait d'éprouver. Mais éprouver, c'est aussi une réception corporelle. On éprouve du plaisir, par exemple.
on éprouve aussi la nécessité de respirer ou d'être ensemble ou d'être seul, ce qui est aussi important l'un que l'autre. Et si on va un peu plus loin, comme disait Benjamin, plus on regarde un mot de près, plus lui vous regarde de loin. J'ai trouvé que Ponge avait piqué ça dans Benjamin d'ailleurs. La racine indo-européenne per signifie aller de l'avant, pénétrer, mais du coup, il y a aussi periculum, qui veut dire le péril, les pirates, les pores, c'est-à-dire la peau, et periculum, une épreuve, le hasard, la fracture, le danger. Je pense que tout ça, on peut même voir ça comme une économie de vie. Même les gens qui ne bougent pas, qui sont enfermés dans un travail qui les empêche de bouger, c'est-à-dire qui les tue, on peut dire. Il y a des gens qui se tuent au travail aujourd'hui encore. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont dehors, qui ont froid, qui ne peuvent pas rentrer dans un endroit chauffé. Donc il y a des assignations et tout ça est lié à une forme d'expérience. Moi, je pense que la littérature, l'art, il est indissociable de cette dimension-là. Et alors effectivement, le problème des langues, le problème de la traduction, le problème du passage, le problème d'essayer de savoir ce qu'on fout dans sa propre vie par rapport à tous ces problèmes-là, puisqu'on est dans un travail avec la langue qui est quand même le bien commun de tous. Je pense que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et quand on a commencé à se rencontrer, à parler ensemble, j'ai découvert chez toi, effectivement, une dimension très différente de la mienne, parce qu'on n'a pas du tout tu es très jeune et je suis maintenant très vieille, donc tu es devant quelque chose et dans un aujourd'hui qui, pour moi, est de plus en plus énigmatique, je dois dire, assez, quand je vois mes vœux cette année, je dis bienvenue dans ce monde immonde, mais il était immonde aussi sans doute avant, sauf qu'on était peut-être, il l'était différemment, avec un peu plus d'outils. Enfin, on croyait qu'on avait plus d'outils et de façon de l'aborder. Peut-être que maintenant, c'est compliqué. Donc, pour revenir au problème du piratage, parce que dans Père, il y a les pirates, je trouve aussi que dans ton travail, il y a quelque chose de... Tu n'hésites pas à pirater des choses. Et ça, c'est une dimension du vol, de la captation, mais qui serait quelque chose de positif, parce que ça veut dire prendre pour faire avec, pour faire autrement, pour faire autre chose, mais sans liquider la mémoire. Et là, le choix même de ces deux artistes dont tu as parlé, et générationnellement, par rapport à ce qui se passe, c'est quelque chose d'une transmission d'une mémoire. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Mais je pense que la notion de piratage, c'est quelque chose peut-être qu'on a en commun dans la construction des textes, dans le fait de parfois aller chercher ailleurs, en fait, pour construire nos textes. Par exemple, dans ce petit texte que j'ai fait il y a quelques années, qui est avec la graphiste, le petit livre a été produit par la graphiste Roxane Maillet, il y a des moments où j'utilise des parties de Mallarmé, où j'utilise des parties qui appartiennent au poème de Michel-Ange quand il était en train de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Et en fait, pour moi, c'est une manière aussi de réactiver des textes et leur donner aussi un autre corps. Et je sais qu'on en a beaucoup parlé ensemble parce que tu m'as expliqué que toi-même, tu procédais dans ton écriture à des montages et que cette histoire finalement du piratage, du détournement, ça t'avait amené aussi à d'autres choses, me semble-t-il. Mais c'est aussi, il y a aussi une autre dimension. Tu as fait allusion au problème de la maladie. Et ça, c'est une expérience que je trouve intéressante parce que, je l'ai connue assez tard, on peut dire, j'ai eu cette chance. Mais je crois que aussi, c'est pas avec de l'accumulation et du positif et du plus qu'on travaille dans l'art, c'est aussi avec du manque et avec même des empêchements ou même des aventures corporelles qui frôlent le problème de la mort. C'est-à-dire
Oui, enfin, quand on est vivant, on peut mourir. Bon, et ça, c'est une révélation que je trouve intéressante. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots justement sur... parce qu'en fait, bon, que quelqu'un de ta génération soit préoccupé à partir de ton expérience de la maladie, c'est aussi quelque chose d'assez étonnant, parce que quand on te voit, ça ne se voit pas. Et au contraire même, donc on pense que tu es dans une espèce de splendeur corporelle manifeste. Et est-ce que tu pourrais dire en quoi, pour toi, cette dimension du corps malade s'est inscrite et comment elle a pu devenir un élément moteur plutôt qu'un empêchement? J'ai oublié de préciser que venait de se clore à Montpellier, dans le cadre de Mécènes du Sud, une exposition que tu avais conçue, où d'ailleurs tu avais invité Liliane Giraudon à présenter certains de ses travaux. Mais je te laisse. Alors, ce qui est drôle, je ne sais pas si c'est drôle, mais la première fois que je t'ai rencontré, je suis venue chez toi dans le salon. On a discuté comme ça et je pense que c'est peut-être même la première fois qu'on discute en dehors de chez toi. Et en partant de chez toi, tu m'as dit, fais attention parce que quand on travaille sur la maladie, elle peut très vite venir comme un boomerang ou comme une espèce de chose qui vient prendre sa revanche régulièrement, puisque je t'expliquais que j'étais en train d'essayer de monter un projet pour trouver une solution pour avoir accès à autre chose que la littérature scientifique pour parler. Je travaillais sur les questions de narration autour des maladies hormonodépendantes et parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien d'autre que la littérature scientifique et que quand on se retrouve dans ces positionnements-là, où on est hospitalisé, où on a des traitements, des choses comme ça, finalement, avoir des repères autres que la science, mais des repères culturels et avoir une sorte de construction d'une forme de sororité, c'était assez compliqué. Donc, on a commencé à parler de ça ensemble. Et puis, précédemment, j'avais lu, on m'avait mis entre les mains ton livre Madame Himself, où tu racontes de manière peut-être historique et narrative comment une forme de littérature te poursuit en même temps que tes cancers arrivent à toi. Et, je vais lire un tout petit passage de Madame Himself parce que pour moi ça a été un petit texte, ce passage très important sur le rapport au langage aussi, la différence entre le langage, on va dire le langage médical qui est quand même assez autoritaire et très dur, alors qu'en fait on parle de viscères, de choses mouvantes, de choses molles, de choses qui circulent, qui se déplacent, qui grossissent. Et donc cet extrait a été vraiment important pour moi. Tu écris: je progresse moi-même dans une vie qui n'est plus la mienne, me retrouve enfermée dans un corps qui n'est plus le mien, que la maladie, ses outils et ses conséquences a rendu non seulement étranger, mais inadéquate. Le corps n'est plus un allié, il est devenu un obstacle, et c'est à partir de lui que j'avance dans mon vocabulaire, désensablant avec lenteur une variété de scènes et d'actions jusqu'alors inaccessibles. Oui, enfin, c'est comment on avance dans son vocabulaire avec un corps. Mais ça, je pense que c'est une expérience il n'y a pas que les écrivains qui l'ont. On est quand même des êtres parlants et je pense que c'est là aussi où le travail de l'écrivain, il me semble important, parce que c'est comme si... Enfin, c'est un peu mélodramatique. J'ai l'impression que les écrivains dans la langue, ils sont comme une avant-garde au sens pas du tout militaire, hein, mais ils sont plus exposés, ils reçoivent des choses du corps social, c'est-à-dire de la langue commune de tout le monde, mais ils sont en relation. Il y avait d'ailleurs un poète américain, Spicer, je crois, qui disait qu'on était des... à l'époque, il y avait les radios, on était des... on percevait des ondes
et des discours, et on était le réceptacle de ça. Mais en fait, ce que l'écrivain fait, il est branché quoi, sur la langue de tout le monde, sur les corps de tout le monde, et même les corps étrangers, les langues étrangères, même s'il ne les connaît pas. Et à l'intérieur de la langue qu'il a choisi d'écrire, c'est de ça dont il rend compte, même de manière indirecte, abstraite, parfois incompréhensible. Et ça, moi, je sais que j'ai longtemps lu la littérature en ne comprenant rien. Je me souviens que j'avais 14-15 ans, je lisais Dostoïevski. Je crois et d'ailleurs, maintenant, quand je relis des textes, ça m'est encore arrivé, je vais vous le dire là, parce que ça m'est arrivé hier soir. Je crois avoir lu des textes, même plusieurs fois, et tout d'un coup, je relis, et j'étais passée à côté, mais de manière invraisemblable, de quelque chose de simple. Là, ce que je t'ai dit, fais attention, j'ai un côté aussi, je suis d'origine paysanne, donc j'ai été élevée par des grands-mères qui, par exemple, ma grand-mère demandait à mon grand-père chaque été d'aller tuer une couleuvre pour prendre la graisse. Après, elle mettait de la graisse du cochon, et quand on se faisait mal à une articulation, qu'on se tordait la cheville, elle nous massait avec ça. Ouais, parce qu'il y avait de la graisse de serpent, et effectivement, c'est un côté complètement magique. Moi, je t'ai dit ça aussi, puisque quand je t'ai dit fais attention, c'était d'abord parce que je voulais que tu fasses attention à toi, parce que je sais que quand un corps est malade et qu'il avance dans des travaux, des voyages et tout, bon, puis je suis à côté, je vais dire grand-mère maintenant, et donc je t'ai dit ça comme ça, mais c'est aussi parce que il y a je pense que peut-être que ce qu'on écrit, on ne sait pas toujours ce qu'on écrit, ça travaille dans notre dos, mais ça nous annonce des choses. Ça nous dit des choses qu'on ne perçoit pas tout le temps. Donc c'est là où il faut... et ça, c'est un côté archaïque que j'ai. Bon, c'était pas... parfois, je ferais mieux de rien dire, d'ailleurs. Oui, mais il y a quand même un personnage. Il y a quand même une figure, toi, qui est apparue dans des classeurs, dans des cahiers sur lesquels tu as travaillé et qui a générer des choses... Oui, c'est le personnage de Pentésilée. Mais ça, c'est une vieille histoire parce que d'abord, j'ai beaucoup aimé les chevaux. À un moment donné même, je pensais que je ferais beaucoup de cheval et je rêvais de travailler dans le dressage de chevaux. Et puis, c'était un milieu presque aussi misogyne que la poésie française à l'époque. Donc, je suis allée... Enfin, je sais pas, je me suis retrouvée dans la poésie. Et... Pentésilée m'avait fascinée. En plus, moi j'étais très fascinée par la mythologie et ces femmes guerrières. D'ailleurs, j'ai appris que c'était encore une invention des Grecs. Je vais être aussi vraiment con pour croire qu'une femme se brûlerait un sein pour mieux tirer à l'arc, alors qu'on peut très bien tirer à l'arc avec 2 seins. Donc ça a appris quand j'ai découvert que, bon, c'est très intéressant d'ailleurs, comme invention invraisemblable. Et Pentésilée m'a beaucoup intéressée pour des raisons, je dirais, adolescentes, comme image féminine, comme le rapport aux chevaux, le rapport à l'indépendance, le rapport aussi à comment on se débrouille sexuellement quand on aime faire l'amour pour ne pas dépendre de la tribu des hommes. Enfin, tout ça était fumeux en plus dans mon imaginaire adolescente. Donc c'est un personnage qui me suit depuis, je dirais, la grande enfance. Et après, effectivement, l'expérience du cancer du sein m'a un peu fait réfléchir quand même. Et bon, et Pentésilée, je me suis mis à vouloir écrire sur Pentésilée. En fait, ça m'embête parce qu'il y a un psychanalyste au premier rang. Il y a 2 personnages féminins sur lesquels j'ai voulu travailler. Et d'ailleurs, j'ai deux boîtes de cartons de chaussures où je mets des brouillons, un rabattage de documents pour travailler. Je voulais faire une pièce sur Pentésilée, je ne suis pas arrivée. La Pentésilée de Kleist m'a complètement fascinée. J'ai lu au moins 20 fois. Et hier soir, je me suis dit, je vais relire la fin. Et là, j'ai découvert hier soir quelque chose que pendant 40 ans, je n'ai pas vu. Je vais vous le dire, et parce que c'est très intéressant. En fait, Pentésilée, bon, elle combat Achille. Elle
elle est follement amoureuse d'Achille, en fait, et lui, il va céder, ils doivent se retrouver pour un usage de rencontres érotiques, comme le faisaient les Amazones avec certains guerriers à certains moments dans un rituel. Mais ça, allez voir, c'est très intéressant. Et un combat s'engage entre eux qui est un combat amoureux. Mais Penthésile est prise d'une sorte de fureur. Et en fait, lui se livre à elle et avec ses chiens, elle le dévore. C'est-à-dire, elle le lacère et elle le mange. Avec les chiens à gauche, elle à droite, dans un état complètement second. Et ça, c'est la tragédie de Kleist. Et en fait, j'ai relu la fin. Après, elle s'éveille après ce festin amoureux. Elle ne comprend pas ce qu'elle a fait. Elle va être rejetée par les autres Amazones parce que ce n'était pas du tout prévu. Et c'est considéré comme un acte de folie effroyable. Et elle passe pour un monstre. Elle va être chassée d'ailleurs du groupe. Et là, elle se met à genoux devant le cadavre d'Achille. Et je vous lis ce que j'ai recopié rapidement hier soir. « Toi, le plus malheureux des hommes, tu me pardonnes. Par Diane, j'ai dit un mot à la place de l'autre parce que je ne suis pas maîtresse de ma langue agile. » Autrement dit, mais maintenant, je te dis clairement ce que je pensais. C'est ceci, mon bien-aimé, et rien d'autre. Et elle l'embrasse. Et elle embrasse ce qui reste du corps dévoré. En fait, elle s'était trompée de mots. Elle l'a dévoré de baisers, mais elle l'a dévoré en le détruisant, en le lacérant. Et j'avais jamais vu, j'avais lu ça au moins, je ne sais pas combien de fois, mais je n'avais pas pensé au problème du mot. Elle s'est trompée de mots et elle parle pourtant de sa langue agile. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce que c'est ça le travail de l'écrivain ou du poète. Même si, c'est ne pas se tromper de mots, même si les mots, parfois, c'est eux qui travaillent seuls. Je ne sais pas comment dire. Et on a eu des discussions là-dessus sur... Oui, on a eu des discussions là-dessus, mais aussi sur... tu parles de la dévoration. Oui. Aussi, parce qu'on a eu pas mal de conversations autour de cette idée est-ce que le corps qui se mange de l'intérieur. On a aussi eu des conversations aussi sur le mouvement anthropophage autour de Pagou, dont on parlera peut-être à un moment, mais la question de la dévoration aussi sur ce qu'on mange comme littérature et comme culture et comment on le régurgite aussi dans nos textes. Oui, comment on est mangé aussi par ça. Et c'est pour ça que les mauvais livres sont dangereux. Voilà, moi je le dis, les mauvais livres sont dangereux. La mauvaise littérature n'est pas innocente. La mauvaise littérature est l'art faux. C'est pas le sujet, mais je pense que c'est... Mais qu'est-ce qui permet alors de les distinguer ? L'instinct, les pulsions ? Non. D'abord, c'est un travail aussi. La lecture, c'est un travail aussi important que l'écriture. Et c'est pour ça qu'il y a le problème aussi de la transmission, qu'il y a le problème, par exemple, de où est-ce qu'on enseigne la littérature. Moi, je pense que ça commence à l'école maternelle. Je pense aussi qu'il y a actuellement une destruction d'un système éducatif qui est très, très grave et qu'il est inséparable de ce dont on parle. Parce que, à force... Moi, je prends toujours cette image un peu drôle, culinaire, à force de faire prendre pour du caviar de très mauvais œufs de lump, je pense que ça a des effets très, très, très importants, très, très gravissimes. Mais puisqu'on a parlé de Pagou, est-ce que tu pourrais dire deux mots et après on pourrait lire un peu le passage de Pagou? Parce que Pagou, moi, c'est un personnage que j'ai rencontré à l'époque de Banana Split grâce à Augusto Di Campos, qui est un
qui est toujours vivant, je crois, oui, brésilien, et qui avait écrit un livre sur Pagou que j'avais eu entre les mains, et pourtant je ne lis pas le portugais. Mais simplement en voyant des images de Pagou, j'ai été complètement alertée. Et du coup, avec Inès Oziki, on avait fait un dossier Pagou et sur cette époque de la poésie brésilienne. Mais comment cette femme, je veux dire, a complètement dépassé la dimension d'un petit mouvement, enfin un petit non, un mouvement d'avant-garde dans la poésie brésilienne qui a été très important. Est-ce que tu peux en dire deux mots ? Peut-être on va situer qui c'est. Il s'agit d'une... En fait, moi, j'ai lu Pagou parce que je m'étais intéressée donc, beaucoup à cet artiste brésilien, José Leonilson, qu'il y avait eu la question aussi du rapport à l'anthropophagisme. Et puis, un jour, je suis tombée sur Pagou, donc une poétesse plutôt des années 30, 40, et qui, en fait, était complètement une poétesse militante marxiste et qui a été utilisée comme appât par les marxistes et entre autres par Oswald de Andrade dans des conditions politiques extrêmement compliquées. Comme appât, comme espionne, comme appât par des rapports à la sexualité, et dont aussi le travail a été énormément, le travail littéraire a aussi été énormément spolié. Et il s'avère que le mouvement avait un titre incroyable quand même. Les anthropophagistes, tu veux dire? L'anthropophagisme, oui. C'est-à-dire on retrouve aussi le problème de la dévoration des corps et enfin, ça va un peu. En fait, c'est... On est allé un peu dans tous les sens pour préparer. Non, mais c'est la dévoration culturelle, en fait. L'anthropophagisme, c'est construire par le fait d'ingérer des cultures. Voilà, c'est aussi le problème du Brésil aussi. On pourrait, oui, enfin, c'est pas le moment d'en parler, mais tout ça est lié aussi à des phénomènes d'histoire des avant-gardes qui sont inséparables des histoires de la vie politique du moment où ça se passe. Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas penser Dada sans le problème de la guerre. Enfin, il me semble qu'il y a des relations très étroites à étudier ou à penser ou à essayer de réfléchir aussi quand on lit certaines choses qui ont l'air complètement débranchées d'un contexte historique. Non, mais et puis aussi par rapport à ces questions politiques, il y a aussi des questions de genre qui sont très importantes. Et on voit en lisant Pagou qu'elle a été mise extrêmement de côté et invisibilisée. Et tu fais son portrait dans ce livre. Donc, Parc industriel, oui. Tu as écrit un portrait sur Pagou où tu montres aussi toutes les... C'est un roman prolétaire qui a été publié il y a quelques années déjà, et de Pagou. Mais j'avais fait un portrait, comme j'en ai fait pour certains, dans Les Pénétrables, qui sont des... Enfin, c'est comme une dette que je paye à des personnages qui m'ont semblé être importants, enfin, qui ont été importants pour moi. Je vais vous lire le début, ça s'appelle « Pagou, mon totem ». Pagou, un 14 juin 1910, elle naît. Pagou, c'est-à-dire Patricia Reder Galvao, née à São João de Boa Vista, au Brésil, sous le signe des Gémeaux. Pagou enfant. Pagou a 10 ans, robe rouge. L'année où Picabia publie à Berlin son manifeste cannibale. Citation. L'homme qui a de l'argent est un homme honorable, l'honneur se vend et s'achète comme le cul. Le cul représente la vie, comme les pommes frites. Et vous tous qui êtes sérieux, vous sentirez plus mauvais que la merde de vache. Ça, c'est le manifeste cannibale de Picabia. Hein. Pagou grandit, Pagou dessine, Pagou écrit, Pagou est son album. Les sourcils de Pagou, aérien et précis. Pagou est le manifeste anthropophage. Pagou est le costaud, crapule poète moderniste Oswald de Andrade. La bouche de Pagou, sombrement dessinée. Pagou
acte de dévoration. Pagou, signe de déglutition. Pagou publie ses poèmes et ses dessins dans Revue d'anthropophagie. Pagou et les dents permanentes. Pagou, je suis très gentille, mais ne me chatouille pas. Pagou polymorphe, pagou substrat et pagou mélange. Pagou sans champagne parce qu'il n'y en a pas. Pagou toupie or not toupie, that is the question. Pagou en 1931, elle adhère au Parti communiste brésilien. La femme du peuple, rubrique que Pagou tient dans le journal pamphlétaire L'homme du peuple, qu'elle a créé avec Oswald de Andrade. Ruda, fils de Pagou et d'Oswald de Andrade. Pagou croit aux instruments et aux étoiles. Pagou est le roman de l'époque anarchiste. Pagou féministe, pour une vie sexuelle libre. Pagou, première femme brésilienne à être emprisonnée pour raisons politiques. Pagou emprisonnée. Pagou romancière. Pagou publie son premier roman sous pseudonyme, Mara Lobo. Pagou, son premier roman, Parc industriel, le roman prolétaire de Pagou. Pagou ne m'intéresse que ce qui n'est pas mien. 1932, installation de Pagou dans la vie prolétaire de Rio. Pagou et les ouvrières à l'aiguille. Pagou et Corina, la jeune prostituée. Elle corrige en rouge, en souriant, dans son miroir de poche. Pagou face au fascisme tropical. Pagou épuisé, Pagou en danger. Pagou s'enfuit, Pagou en acte, Pagou en pratique, Pagou quittant la garde-robe de l'anthropophage. Pagou est le renversement, Pagou est le recentrement, Pagou est l'histoire littéraire. Pagou, le poète Oswald de Andrade écrira « Nous avons abandonné les beaux salons et sommes devenus les chiens viralatas du modernisme. Des chiens qui ont mangé de la prison, ont souffert de la faim. » A-t-il seulement nommé Pagou? Pagou en exil, Pagou aux USA, au Japon, en Chine, en URSS, en Allemagne et en France. Et le portrait se poursuit. Bon. Si vous avez envie de le lire, vous achetez le roman prolétaire Parc industriel, au temps des cerises. Mais depuis, il y a un autre livre. D'ailleurs, il y a je crois en prévision, en édition, le gros livre de Augusto Di Campos qui doit sortir sur la vie de Pagou avec plein d'éléments. D'ailleurs, les photos de Pagou que vous voyez sont extraites de ce livre, qui n'est pas encore traduit, mais que je l'espère va être traduit en français. Maintenant, comme on a parlé aussi de l'anarchie, quand tu m'as invité à participer à cette exposition, le titre était « Nos corps anarchiques ». Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Alors, le choix du titre de l'exposition, cet amoncellement comme ça de mots, est venu du fait que c'était l'idée d'une organisation, déjà de corps qui s'autonomisent. Et quand je parle de corps qui s'autonomisent, c'est nos constructions intérieures, nos viscères, nos cellules, qui d'un seul coup prennent leur autonomie à l'intérieur même de notre corps et d'une certaine manière nous attaquent. Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? On monte une autre organisation, qui est une forme de, on va dire, de solidarité, de sororité culturelle, d'expérience. Et donc, nos corps anarchiques, c'était autant le mouvement qui se passe à l'intérieur que celui qu'on peut nous-mêmes, entre personnes malades, construire comme mouvement de résistance pensante par rapport à la maladie et aussi par rapport au pouvoir médical dont on a besoin, mais qu'il faut parfois remettre en question, discuter entre malades, mais aussi avec ce pouvoir médical lui-même. Et donc, cette exposition, elle s'est construite autour de cette notion-là, en invitant des artistes à la fois contemporaines ou plus historiques,
qui, dans leur vie, avaient été traversées par des maladies essentiellement hormonodépendantes. Et la question, c'était qu'est-ce que ça avait fait, d'une certaine manière, à leur pratique artistique. Toi, je t'ai invité dans l'exposition et tu as montré une partie de ton... enfin, on a choisi ensemble une partie d'un petit carnet que tu fais, qui est un petit carnet de soins, et à l'intérieur, avec une série de collages autour de la question de la douleur. Tu peux peut-être parler de ce carnet, de cette ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, c'est un carnet, parce que moi, quand je voyageais, je ramassais beaucoup de choses, même parfois dans des poubelles, des petits carnets. Et ça, c'est un carnet, je pense qu'on ne voit pas non, il n'y a pas la couverture, mais c'était un carnet qui était fait avec de la photocopie tout petit que j'avais trouvé dans un stock de poubelles. Je crois que c'était Amérique latine, mais je ne me rappelle plus le pays, parce que c'était écrit en espagnol. C'était pour les gens très pauvres. On leur fabriquait des carnets de santé à partir de cahiers scolaires. C'était redécoupé, mais c'était tout petit, numéroté, il y avait le nom, et dedans, on devait noter où les médicaments à prendre. Mais c'était tout un stock que j'avais trouvé dans des poubelles, enfin près de poubelles, qui était vierge, pas écrit, que j'avais gardé, que j'ai gardé, que j'accumule dans des petites malles que j'ai, où je ramène. Bon. Et c'est curieux parce que ce carnet, le jour où je l'avais fait, où j'avais décidé de faire des collages à partir de documents que je venais de trier, que j'allais jeter de mes rapports à la maladie, enfin tout ce que dans les dossiers médicaux, quand on est malade, on a. Et j'avais gardé ça aussi. Mais c'est curieux, le jour où j'allais le faire, c'est le jour où j'ai appris la mort de Jean-Luc Parent. Et pour moi, ça a été très étrange parce que je suis allée chercher une boule que Jean-Luc, que j'ai posée sur ce carnet qui n'était pas encore écrit. Et c'est très lié pour moi, ce geste. Ensuite, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai fait un collage et c'était quelque chose dans le rapport à la maladie, à la mort, mais c'était comme un acte aussi un peu archaïque, un peu de pulsion de vie et de travail avec la pulsion de vie qui est inséparable de la pulsion de mort. Enfin, je ne voudrais pas dire ça, pulsion de vie, c'est encore un truc, mais voilà, des énergies qui ne se séparent pas, qui travaillent ensemble et qui appellent des réponses. Voilà. Donc, j'avais fait ça. Après, moi, je fais des carnets avec des collages comme ça et je les range. Et je t'avais montré ça et tu m'as dit « Ah, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. » Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait, qui a été reproduit, exposé, avec un extrait du dernier livre « Une femme morte n'écrit pas ». Enfin, à l'époque, c'était le dernier livre qui venait de sortir chez Aldante. Oui, donc dans l'exposition, il y avait à la fois tes collages et une sélection de textes. Et puis toute l'idée de cette exposition aussi était de générer une narration depuis l'intérieur de l'expérience des corps malades. Donc il y avait aussi toute une question qui rejoint finalement ce dont on parlait au début par rapport à la question de l'écriture et de la narration. Comment j'ai invité des personnes qui ont produit des pièces qui venaient pas du tout de la pratique qui leur était assignée, et je pense que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant par rapport à la relation à la maladie. C'est pourquoi on choisit un autre médium d'une certaine manière. Toi, j'ai montré des dessins, j'ai invité des commissaires d'exposition aussi qui elles ont produit à la fois par exemple Marianne Derrien qui a produit des vidéos, textes sous forme de karaoké. Won Jin Choi qui est aussi commissaire d'exposition qui a produit un journal à la fois peau, à la fois objet comme un bijou. Il y a eu une forme aussi d'incarnation en fait de tous nos viscères et toute notre nécessité de parler depuis l'intérieur de ces corps-là. Là, c'est des pièces un peu plus historique de Jo Spence, qui est une artiste britannique, qui était photographe et qui pendant 20 ans a travaillé, qui se considérait comme éducatrice photographique et qui pendant 20 ans
a travaillé autour de son cancer du sein et qui l'a documenté et qui a aussi mis en place des protocoles photographiques à disposition des femmes hospitalisées pour rendre visible leur quotidien. Donc il y avait toutes ces manières en fait de donner une autre image et un autre rapport de pouvoir aux malades dans l'exposition. Et je pense que c'est aussi des choses, je saute un peu plus loin, mais par exemple, toi, dans tes dessins, ton dernier livre qui est sorti, La jument de Troie, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant comme usage, comme une espèce d'usage parfois réparateur ou miroir du quotidien dans les dessins que tu fais. Parce qu'effectivement, c'est un livre qui a pour particularité d'être constitué de dessins poèmes. Oui, mais enfin ça c'est compliqué pour moi d'en parler aussi parce que c'est presque... Je sais pas, il y a des vieux qui jouent à la belote tous les jours au bistrot. Moi, j'ai l'impression que maintenant, je dessine tous les jours ce genre de trucs comme parce que je sais pas, joue aux cartes. Et ça lie à la fois du texte et aussi une vieille revanche que je sais pas dessiner, que je voulais dessiner, que j'avais un frère jumeau qui dessinait vachement bien, alors que moi, j'aurais voulu être artiste, mais je savais même pas faire tenir des pommes sur une table. Et je croyais que l'art, c'était l'art figuratif, parce que j'étais dans un milieu où il y avait une autre culture que la culture, disons, de la bourgeoisie. Il y avait une culture formidable de comment on cultive des amandiers, comment on fait pousser des aubergines, comment on garde une langue. Moi, j'étais bercée par des gens qui sont nés au 19e siècle, et ma première langue, c'était le provençal. Parce que j'ai été élevée par des grands-parents qui parlaient tout le temps provençal. Et d'ailleurs, cette nuit, j'ai entendu la voix de mon grand-père dans un rêve, puisqu'on a parlé du rêve aussi, que je pense que le rêve travaille pour nous, travaille avec nous et nous travaille. Et il disait cette phrase que j'ai jamais entendue depuis plus d'un demi-siècle, plus même. Il disait simplement « Akei deko ». Et « Akei deko », ça veut dire, c'est presque intraduisible, à cette fois-là, ça veut dire. Et moi, chaque fois que je faisais une imbécilité, il me regardait, il me disait « cette fois ». Ça veut dire cette fois, tu dépasses, tu outrepasses les choses. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre que... en plus, moi, je trouve bizarre de rêver ça, alors que je me dis... Bon, parce qu'effectivement, c'est pas simple. Ce qu'on essaie de faire, là, ça a l'air... mais ça nous a posé... beaucoup de questions et ça a été très difficile pour nous d'essayer de le mettre un peu en forme et pour que vous entendiez quelque chose, que vous vous emmerdiez pas trop, que ce soit pas, mais que ce soit quelque chose de, j'allais dire, de nécessaire pour nous tous dans l'échange qu'on a, même si c'est nous qui parlons. Et ça, c'est vrai que c'est toujours embêtant quand on parle et que les autres écoutent et qu'on continue à parler, que les autres écoutent. Il y a quelque chose aussi... Enfin, moi, maintenant, c'est ce qui me gêne beaucoup. Et en même temps, bon, c'est la règle du jeu, quoi. Donc, et là, j'avais l'impression que mon grand-père me disait... d'abord, il fait froid, tu ferais mieux de rester chez toi au chaud. Et à ton âge... Et qu'est-ce que tu vas encore bricoler? Là, c'est un coup de trop. Effectivement, tu n'arrêtes pas. D'ailleurs, il disait à ma grand-mère, je préfère garder 12 chèvres qu'elle seule. Bon. Et il disait aussi, quand on m'a... Enfin, parce que je parlais beaucoup déjà, et il disait, celle-là, en provençal, je ne vous le dis pas parce que c'est un peu long, celle-là, on l'a vaccinée avec l'aiguille d'un phonographe. J'ai pensé à tout ça ce matin en me réveillant, en me disant bon, il faut que tu parles du grand-père, peut-être ça va le calmer et il sera content et que tu lui rendes hommage parce que je lui dois beaucoup comme à ma grand-mère, voilà. Donc ça va, j'ai fait j'ai payé ma dette. Enfin, je payais pas ma dette, mais je suis très contente de parler de lui et de parler de cette langue disparue aussi. Parce que ça aussi, peut-être que mon goût... Alors que je suis nulle, je suis incapable d'apprendre correctement une langue étrangère, mais je me dis, pour me consoler, ah, c'est parce qu'on m'a privé. Et d'ailleurs, chez les Bonnes Sœurs, j'avais introduit de l'ail en fraude à
parce que c'était à 8 ans hein, quand même, je passe après internat, messe tous les matins, prière avant chaque repas et cuisine au beurre. Tu passes de l'ail à l'huile d'olive au beurre, je mangeais rien. Donc j'avais introduit de l'ail en fraude et on s'est fait choper évidemment. On l'écrasait avec la fourchette, on en mettait et ça sent l'ail. On était complètement idiotes, enfin idiotes petites quoi. Et on s'est fait choper donc. Et là, j'ai appris, je n'avais pas besoin de lire Marx, là, j'ai compris. On était des paysannes par rapport à la bourgeoisie et tout, et donc admises peut-être par chrétienté. Et on nous a dit, mesdemoiselles, nous vous ferons passer le goût de l'ail et vos accents. Tout ça, c'était dans la bouche. Donc, vous voyez, on retrouve le corps et tout ça. Alors, bon, donc je me dis, ouais, c'est parce que j'étais traumatisée par ça. On m'a empêché de parler ma langue d'origine, on m'a empêché de manger de l'ail, qui était un marqueur social. Et d'ailleurs, j'ai vu dans Sixou que des antisémites, quand ils passaient à côté de sa mère, disaient « ça sent l'ail ». Parce que dans les ghettos, ils n'étaient pas cons, ils mangeaient de l'ail, parce que l'ail, c'est vachement bon. Et en plus, c'est très bon pour la santé. Bon, là, je m'égare. Et donc, mais l'ail est quand même revenu dans La Jument de Troie, parce que regarde ton poème Aioli. Ah oui, ben oui. Donc, l'ail est revenu dans La Jument de Troie. Et puis, la question... sur l'ail aussi. Ah oui, j'ai fait un livre sur l'ail avec Javis Gérard. Oui, sur l'éloge de l'ail, où je raconte tout ça et je donne des recettes à base d'ail. Enfin, je me bats pour l'ail, quoi. Comme... C'est difficile. Hein. Enfin, moi, je m'en fous, j'en bouffe tout le temps. Et j'ai décidé que on n'a qu'à pas me parler ni me voir si on n'aime pas l'odeur de l'ail. Et d'ailleurs, c'est pas mal, ça chasse les moustiques, mais ça chasse les emmerdeurs aussi. Donc, tu te bats pour l'ail, mais tu te bats aussi pour tes rêves, pour pouvoir laisser visible ce qui se passe. Parce que tout à l'heure, tu as prononcé la phrase... la preuve, je viens de raconter le rêve de mon grand-père. Oui. Mais oui, c'est vrai. Ça travaille dans le dos. Et oui. le rapport au rêve, c'est quelque chose qui est aussi important dans... je donne un exemple, parce qu'après, on ne va pas trop s'égarer. En plus, il y a un analyste. Donc, c'est difficile... Excuse-moi, mais c'est vrai que, on n'est pas innocent dans ce qu'on dit, c'est sûr. En plus, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire ? Enfin, il ne me dira rien en plus, mais qu'est-ce qu'il va penser ? Comment dire ? C'est un bon exemple. La jument de Troie, il faut voir... Tu ne l'as pas mis sur l'image ? Il faut voir les E. Ils sont à l'envers. En fait, le titre, c'était « Guenon, je singe ». Et j'ai rêvé... que ce n'était pas ça le titre, que c'était La Jument de Troie. Alors évidemment, c'est parce que je lis beaucoup de... Mais dans mon rêve, je voyais la couverture avec les E à l'envers. Et ça, c'est quand même bizarre. Du coup, je me suis réveillée, manque de peau. Le titre était déjà parti pour les représentants en librairie. Alors quand j'ai appelé mon éditeur, et que je lui ai dit « Ah non, c'est pas possible, j'ai changé le titre ». Il m'a dit « Tu rigoles, on a déjà annoncé ». J'ai dit « Mais elle n'est pas imprimée, la truc, donc on peut le faire ». Bon, il a été très patient et il a accepté de changer au dernier moment le titre. Mais ce titre, je ne sais pas... Enfin, si, je sais d'où ça vient. Évidemment, après, j'ai compris. C'était le cheval de Troie, pourquoi... Et ça, c'est mon côté un peu... parfois un peu lourde ou un peu... mais j'ai envie de... Enfin... C'est aussi une façon de rire, parce que ça m'a fait rire quand j'ai compris ce que ça voulait dire. Les E à l'envers, je n'ai pas trop compris ce que ça veut dire. Alors on m'a dit oui, c'est des barrières, c'est pour montrer. Je ne sais pas pourquoi ils sont à l'envers. Et c'est de la typo à l'envers, ça a dû déjà être fait d'ailleurs. Et je me demande même si ça n'a pas été fait dans un livre aux éditions d'André Dimanche, que j'aurais vu il y a 25-30 ans. Mais il faut que j'aille vérifier. C'était fait avec des tampons, d'ailleurs, à l'envers. J'avais trouvé ça typographiquement vachement bien. Mais je ne me rappelle plus quel livre c'était. Voilà. Donc, les rêves, je les prends très au sérieux. La preuve, le titre qui fonctionne très bien, plutôt que « Guenon, je change », qui est devenu le titre de la préface du livre, enfin du petit texte. Voilà. Et pour toi, Georgia, les rêves, on rêve d'abord les expositions, les pièces, les projets ? Alors, pas du tout. Je crois que je suis très pragmatique. Matérialiste.
Ça, je ne suis pas certaine, mais pragmatique. Et elle ne veut pas raconter ses rêves en plus. On se battra après. Et donc, oui, parce que Liliane m'a souvent posé la question aussi. Et moi, je dis, je ne veux pas raconter mes rêves. Je sais quand je rêve, très tôt le matin ou très tard le soir en m'endormant. Mais en tout cas, je refuse qu'ils aient une place dans mon travail. Tu veux rien révéler, quoi. Je veux rien révéler de mon inconscient. Mais par contre, on avait noté un rêve absolument terrible, toutes les deux, qui vient de Marilyn. Oui, alors, tu vas le lire. C'est la grosse question. Est-ce qu'on le lit parce qu'il est absolument... Ça, j'ai découvert ça dans la cuisine il y a un mois. Tu m'as lu ça. Pourtant, j'ai lu beaucoup de choses sur Marilyn Monroe. Mais là, c'est le récit d'un rêve, mais incroyable, d'une violence, je trouve, d'une... tu vas le lire, c'est assez terrifiant, je trouve, et c'est magnifique. Mais oui, je comprends qu'on peut avoir peur de certains rêves. Si on fait des rêves comme ça, oui, il vaut mieux pas s'en souvenir. Peut-être ce sera la dernière chose qu'on lira pour après s'alléger. Oui. Oui. Qu'en penses-tu ? Le meilleur des chirurgiens, Starsberg, doit m'ouvrir le corps, ce qui m'est égal puisque Dr H m'a préparé. Il m'a donné un anesthésiant, mais elle a aussi fait un diagnostic et est d'accord avec ce qui doit être fait, une opération, pour me rendre à la vie et pour me guérir de cette terrible maladie, quelle qu'elle soit. Arthur est seul à attendre dans la pièce d'à côté. Il s'inquiète et espère que l'opération va bien se passer. Pour plusieurs raisons, pour moi, pour sa pièce et indirectement pour lui. Eda, préoccupée, continue à passer des coups de fil pendant l'opération. Norman passe à l'hôpital pour voir si je vais bien, mais surtout pour réconforter Art qui est si inquiet. Milton m'appelle depuis son grand bureau avec plein de pièces où tout y est de bon goût. Il y mène ses affaires d'une façon nouvelle et avec style. Et on entend la musique et il est très détendu et tout va bien même s'il est très inquiet en même temps. Un appareil est posé sur son bureau, mais il ne fait plus de photos sauf des tableaux importants. Starsberg m'ouvre après que le docteur H m'a fait l'anesthésie et a tenté par des moyens médicaux de me réconforter. Tout dans la pièce est blanc. En fait, je ne vois personne, juste des objets blancs. Il m'ouvre, Starsberg avec l'assistante Tance de Heusenberg. Et il n'y a absolument rien. Starsberg est profondément déçu et même plus. Professionnellement surpris d'avoir pu faire une telle erreur, il pensait qu'il aurait trouvé là tellement de choses. Plus qu'il n'avait jamais rêvé chez n'importe qui, et à la place, il n'y avait absolument rien. Pas la moindre chose sensiblement vivante ou humaine. La seule chose qu'on a découvert, c'était de la sciure, finement coupée, comme sortie d'une vieille poupée de son, et la sciure s'est répandue partout sur le sol de la table. Le docteur H est embêté, car elle se rend compte tout à coup qu'il s'agit d'un nouveau cas d'école. La patiente, élève ou étudiante, avais-je commencé à écrire, faite d'un vide complet. Effectivement, ça peut être tragique, mais ça peut être aussi très drôle. Moi, ça me fait assez rire. Parce que c'est aussi, et peut-être c'est pas mal de terminer sur ce corps ouvert où on pense, où il y a à la fois trop de vide, trop de plein et trop de... Peut-être que c'est le corps du poème aussi, tout ça. Et c'est la... je crois qu'on va lui laisser le dernier mot. Un micro suffira pour vous remercier. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Georgia. Et puis pour aller vers d'autres plaisirs, vers d'autres espaces de la Fondation Pernod Ricard, il y a bien sûr le bar, mais il y a aussi la librairie où l'on peut trouver vos livres respectifs ou vos écrits. Merci beaucoup Liliane, merci beaucoup Georgia.